Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, je reçois Marc. Salut Marc. Salut François. Bon, on a un point commun, c'est que tu es stéphanois. On l'a découvert tardivement, voilà. Ah, quel beau t-shirt. On l'a découvert tardivement, ce point commun, dans notre rencontre, vu qu'on ça fait une petite dizaine d'années qu'on s'est croisés. Tu étais président d'une société spécialisée dans la GED quand on s'est croisés. Moi, je faisais du test informatique. Je vais te laisser te présenter, revenir sur ton parcours et puis nous dire un peu ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, bonjour, merci de me recevoir. Oui, en effet, ça fait 20 ans que j'entreprends j'ai commencé ma première société immatriculée en janvier 2004. Voilà, c'est un parcours qui a marqué l'essentiel de ma vie professionnelle. J'ai créé une première société de services spécialisée en jet, comme tu le disais, que j'ai revendue en 2020, un peu avant le Covid. Je consacre mon temps au développement de deux autres sociétés, une ESN qui s'appelle Wapsi, qui était dans ton domaine de prédilection, et une société d'édition logicielle qui s'appelle Strato, qui est un opérateur de tiers archivage. On garde les documents précieusement de nos clients sur de très très longues périodes. Comment t'en es arrivé à entreprendre? Quel est ton background universitaire? Comme on est stéphanois, ça te parlera. Moi, j'ai fait Valbenoît, puis Foriel en prépa HEC, donc une école de commerce à Reims. Durant l'école de commerce, le seul truc qui m'a fait un peu vibrer, c'était l'entrepreneuriat. Alors, à l'époque, c'était pas des cours sur les startups et tout ça, c'était un peu plus old school. Mais globalement, dès la sortie, j'ai voulu entreprendre. Alors, je l'ai pas fait tout de suite. J'ai eu deux jobs de salarié dans une startup internet de recrutement sur Internet, Cybersearch, qui malheureusement est défunte. Et puis, Comme beaucoup de sociétés de l'époque. ouais, c'était la première époque. Moi, j'étais salarié, j'étais pas fondateur. J'ouvrais le bureau le matin, je le fermais le soir. Je travaillais beaucoup, c'était sympa, il y avait une ambiance extraordinaire. On a vécu des trucs fous, dont l'introduction en bourse, c'était assez incroyable. Tout ça en un an et demi, hein. Une certification ISO 9003, ça n'existe plus, mais c'était un sous-produit de la 9001. Voilà. Et après, j'ai rejoint une SS2I qui se remontait dans la pire des périodes possibles, 2001-2003. Mais une super SS2I qui s'appelait Sword, qui existe toujours. J'en étais salarié commercial à Paris. Et au bout d'un certain temps, je leur ai demandé de me rendre ma liberté et me laisser entreprendre, et que je le ferais avec eux. Voilà. Et ce qu'ils ont accepté. Je suis parti pour créer une société spécialisée en GED, ce qui était ma spécialité chez eux. Et on a très bien démarré, on a très bien collaboré. Et puis après, ça a pris de la taille, et on est parti à deux, on a terminé à 220. C'est en 16 ans, c'est pas mal. C'est une belle croissance. Tu nous disais que tu avais comme rôle des rôles commerciaux. Est-ce que tu penses que c'est la compétence première qu'on attend d'un dirigeant? Ouais, c'est une super question, ça. C'est une super question, et pour y répondre, je vais prendre une bifurcation. Il y a beaucoup de sociétés IT, ESN notamment, qui sont créées par des techniques, en fait, qui ont une expertise dans quelque chose, et qui sont pas mauvais commercialement avec leurs clients existants, qui se font pousser à créer leur entreprise, et ça marche tout de suite. Et puis ils facturent leur temps passé, et puis régulièrement ils embauchent un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Mais beaucoup d'entre eux passent pas au commerce, et tôt ou tard ça leur nuit, parce que arrive le premier interco, ils continuent à facturer 5 jours sur 5, leur temps à eux, et ils n'ont pas investi dans du développement commercial, et donc du coup, ben, ils flinguent tous les résultats de la boîte sur les premiers intercos, et ça peut vraiment aller jusqu'au crash, quoi, en fait, final. Donc pour répondre à ta question, est-ce que le dirigeant est le premier commercial de sa boîte? Moi, c'est ma conviction profonde. C'est que si le dirigeant n'est pas le premier commercial de sa boîte, il n'y a pas de boîte, quoi, en fait, hein. C'est le carnet de commande qui fait l'usine, et c'est pas l'usine qui fait le carnet de commande, quoi. Donc on n'est plus à l'après-guerre où il faut produire, 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 et le marché existera forcément. Là, il faut vendre, 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 et dans la foulée, essayer de recruter des talents
Pas seulement des talents, des gens qui ont aussi de l'éthique, des gens qui ont envie de grandir, qui comprennent le projet de l'entreprise et qui ont envie de grandir à ses côtés et qui comprennent qu'en en étant talent au début, producteurs, ils peuvent devenir autre chose au fur et à mesure que la structure se développe. Comment tu es passé dans ta précédente expérience de, 1 personne ou 2 personnes au tout début à 200? Quels ont été les grands paliers que l'entreprise a franchis et comment à chaque fois tu t'es, équipé pour les passer? Ouais, super question. Bah, alors on fait plein d'erreurs, hein, moi j'en ai fait, de quoi tenir dans un livre. J'ai fait un post avec, les 20 erreurs à pas faire. J'aurais pu en mettre beaucoup, beaucoup plus que ça, quoi, hein, mais On va revenir là-dessus, mais hem, globalement, i je pense que dans l'ADN et dans la enfin, il y a des conditions extérieures comme, moi, c'était fin 2003, début 2004. Il y avait un vrai redémarrage de l'IT en France. Le marché allait être plus simple, mais encore fallait-il le surfer, encore fallait-il, le savoir déjà, hein. On le sait qu'après, hein, que le marché, se reprend. Je pense qu'essentiellement, il faut consacrer, heu, peu d'efforts à créer la boîte, mais suffisamment d'efforts pour que ce soit sur des bonnes fondations. Il faut faire beaucoup, 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 beaucoup de commerce et faut rentrer des choses avec des choses qui sont, récurrentes, en fait. Donc sur les étapes importantes que moi j'ai pu connaître, un partenariat privilégié avec un éditeur de logiciels, qui était Plainbourg, qui vendait plein de licences et qui 6-12 mois plus tard avait beaucoup de production, de services à faire et des contraintes sur le fait qu'ils ne pouvaient pas recruter. Donc globalement, nous on a vraiment bien surfé cette partie-là. Ça nous a permis d'asseoir un récurrent, assez important, hein, pas loin de 3 millions d'euros de chiffre annuel de récurrent au sommet, hein, rien qu'avec ce partenaire-là. Et puis après, évidemment, si on veut voyager confortablement et loin et longtemps avec son équipage, parce que l'ESN, c'est essentiellement sur la valeur humaine des collaborateurs, hein, bah, il faut recruter avec envie, avec passion. Il faut parfois arbitrer. On se trompe parfois au recrutement, mais faut arbitrer vite. Et par ailleurs, quand on a bien recruté, ben, on a des vraies capacités à aller loin avec, quoi, en fait, hein. Donc, voilà, je dirais du commerce, du commerce, du commerce, le bon pace de recrutement avec la bonne qualité de recrutement, le bon rythme de recrutement et avoir la chance de compter sur 1, 2, 3 clients récurrents qui permettent d'asseoir en fait des fondamentaux. Voilà, et après, il y a des paliers, hein, 20 personnes, 50 personnes, 100 personnes. C'est les grands paliers que moi je vois. Ils sont d'ailleurs qui ont des défis différents pour chacun des paliers. Euh, Tu vois, nous, on a été assez mal conseillés. On a passé on a franchi les 50 sans être vraiment averti de ce qui allait se produire. Et c'est pas cool. Il aurait mieux oui, valu qu'on sache et voilà, qu'on s'organise différemment. Et aux alentours de 100 personnes, à partir de 80, 90, 100, tu as un autre défi qui est le défi du middle management, associé ou non. Et ça, c'est un défi sur lequel faut pas se précipiter en fait, hein. Voilà, c'est une période un peu charnière parce que si tu es bien accompagné, si tu as bien sélectionné, ben, tu peux aller au bout du monde, il n'y a pas de limite. Si tu as moyennement choisi, c'est compliqué. Voilà. c'est quoi les grosses difficultés que tu as eues à passer le cap des 50? Bah, c'est toutes les contraintes administratives françaises au-delà des 50, hein. Alors peut-être que les seuils ont bougé maintenant, hein, mais à l'époque, c'est mise en place d'un CE, mise en place de la participation, mise en place tu franchis une seule fois ce cap et hop, tout s'abat sur toi. Et alors, c'est pas que distribuer les fruits de la croissance n'était pas dans le logiciel, c'est juste que c'est quand tu n'es pas préparé ben, du coup, voilà, tu as des choses un peu spéciales qui se produisent même dans le relationnel que tu as avec tes salariés. Et c'est pas, enfin, tu as franchi ces étapes-là aussi, donc, euh, donc tu sais. Mais moi, concrètement, j'aurais préféré être. Ouais, j'aurais dû faire mon job, j'étais président, donc
j'aurais dû réfléchir, j'aurais dû regarder, j'aurais dû savoir ce que je devais faire et franchir ou non ce palier avec une seule société. Voilà. Mais c'est un palier. Une fois que c'est franchi, c'est irréversible. Donc, faut juste savoir ce que c'est et le cahier des charges qui va avec. Voilà. Après, chacun voit midi à sa porte là-dessus, mais c'est le. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est que c'est quelque chose qu'il faut anticiper, ce passage des 50. Il faut prendre du recul sur ce que ça veut dire pour toi et à quel moment, en fait, moi, ce que j'aurais dit sur le passage des 50, c'est aussi, c'est un bon moment pour travailler les valeurs et recommuniquer les valeurs parce qu'en fait, tu vas les partager plus qu'avant. Dans le sens que, effectivement, tu vas avoir toute une partie de contraintes légales qui vont faire que tu les rappelles régulièrement aux différentes personnes et que des personnes aussi vont te les rappeler par des moments, que ça soit le CSE ou autre, vont te rappeler les engagements que tu prends et que tu affiches. Ouais, et au-delà de ceux que tu prends et que tu affiches, il y a ceux qui réglementairement te sont imposés. Et tu vois, je vais prendre une idée, un truc tout con, mais quand tu calcules le premier budget d'un CSE, comme il n'y a pas de choses préalables, il base le calcul sur enfin, il basait en tout cas à l'époque où je l'ai fait, le calcul sur ta plus grosse dépense marketing des 5 dernières années. Bon, il se trouve que moi j'avais invité toute la boîte au ski un week-end, donc on avait zéro dépense en règle générale, et puis d'un coup on avait une grosse dépense. C'était la plus grosse, donc c'était ça la base du calcul du budget du CSE, enfin du CE à l'époque. Bon, bah c'est compliqué quoi. Tu vois, si, comme tu as raison, la préparation est mère de toutes les sûretés. Il faut bien se préparer là-dessus. La participation au résultat de l'entreprise, hein, c'est génial quand tout le monde a une prime exceptionnelle, peu fiscalisée. Hein, ça, c'est cool. Mais l'année où tu es un peu moins bon ou voire l'année où tu fais une perte et où il y a plus de participation, bah, les gens te le reprochent. Les autres années où ils l'ont touché automatiquement sans se soucier du calcul et tout ça, bah, il y avait assez peu de merci. Mais l'année où elle est pas là, on te le reproche, quoi. Donc bon, c'est des petits exemples, hein, mais globalement, après, ça, c'est un franchissement d'un seuil. Il y a, à 50, il y a aussi des franchissements de. C'est pas qu'il y a du middle management, il y a quand même une organisation à mettre en place, il y a du back-office à structurer, il y a. Enfin, tu as une production de factures, tu as une réception de factures fournisseurs, tu as une gestion un peu plus fine à mettre en place pour être plus efficace économiquement aussi. Et tu parlais du cap de 80 personnes, pour, structurer l'association ou structurer, on va dire, le middle management. Toi, quelle a été ta recette un peu pour, passer ce cap-là et structurer peut-être des business units? Alors, je suis pas hyper bon sur les dates, mais on est vraiment resté un petit moment aux alentours de ce cap-là. Et il y a eu on a embauché un peu plus de commerciaux, on a commencé à créer un poste de DIRCO, et on a commencé à faire des associations peu de temps après. Donc c'est un peu comme ça qu'on a réussi à trouver un second souffle pour aller plus haut. Et voilà, pour moi, les 0 à 100, c'est plus difficile à faire que le 100 à 200, en fait. Le 100 à 200, c'est pas antinomique de ce que je viens de dire précédemment. Hein. Si tu as extrêmement bien recruté ou tu t'es extrêmement bien associé aux alentours de 100, tu peux viser 1000. Tu vois. Euh, voilà. Tu as fait 0 à 100 en combien de temps et 100 à 200 en combien de temps? Là encore, je suis pas très bon sur les dates, mais je pense que j'ai fait 0 à 100 assez vite, en fait, 5-6 ans, et 100 à 220 en plus longtemps. Alors même que je viens de dire que c'est plus facile, mais il y a aussi dans notre métier, il y a aussi des questions de timing. Hein. Il y a aussi des questions de est-ce que le marché veut. Nous, on s'est créé en 2004. En 2008, il y a la crise financière. Elle nous touche véritablement à partir de 2010-2011. On fait une mauvaise année en 2013. Euh, voilà. Donc, globalement, c'était un peu, voilà, c'était un peu
Et puis, voilà, peut-être que j'étais content de mes recrutements de l'époque, et peut-être que c'était pas les meilleurs, ou c'était pas les, enfin, j'en sais rien, c'est difficile. Il y a une autre chose, hein, c'est la croissance. Moi, j'avais la maîtrise de mon capital, j'avais pas d'acteur financier externe, j'avais pas d'acquisition externe, que de l'organique. L'organique, c'est plus lent, hein. Enfin, quand le marché veut pas, bah, l'organique, t'en fais pas, quoi, en fait, hein. Enfin, voire, t'as des moments où tu régresses un peu. Mais, mais globalement, aucun regret sur cette période. C'est, enfin, si, le regret du passage aux 50 sans être prévenu ou sans s'être préparé, ça, c'est un regret éternel. Comment tu nous as parlé beaucoup de recrutement. Est-ce que toi, tu as des, secrets, des astuces de recrutement ou des red flags que tu vois et que les autres voient pas? Bah, j'ai bien aimé ce que tu as dit sur travailler sur les valeurs, sur la vision de la boîte et tout ça. Je pense que dès les premiers échanges avec un futur employé ou potentiellement un futur employé, je pense qu'il faut assez vite exprimer le projet, et pour qu'il voit s'il peut se mettre dedans, quoi, s'il peut se l'approprier, s'il peut le faire sien, en fait. Et les valeurs, hein, pour moi, elles ont pas tellement changé, elles changeront pas tellement sur les boîtes de services, qu'elles soient informatiques ou autres. Tu as une valeur sur le savoir-être, l'éducation, en fait, donc qui dépend pas vraiment du candidat, en fait, hein, il est le produit de l'amour qu'il a reçu, de l'éducation qu'il a reçue, de l'instruction qu'il a reçue, et c'est une bonne personne ou pas. Le deuxième, c'est le sens du service, et le troisième, pour les ingénieurs, c'est la curiosité. La curiosité, c'est absolument essentiel, parce que les technologies, elles n'arrêtent pas de changer. Les concepts, ils n'arrêtent pas de changer. Si t'es pas curieux et que tu restes sur tes acquis quand tu avais 20 ans, eh ben, tu es assez vite dépassé, tu es assez vite obsolète, quoi, en fait. Donc, voilà. Et si je reviens sur l'esprit de service, ça veut pas dire que le client, il a toujours raison, ça veut pas dire que tu es une serpillière du client, machin. Ça veut juste dire que dans ta vie de consultant, tu vas arriver sur des situations et tu vas embrasser la complexité qui est celle de ton client, en fait. Et tu vas essayer de faire en sorte de t'approprier ces problèmes comme si c'était les tiens, avec le plus de volonté possible pour les résoudre. Et ce sens du service, tout le monde ne l'a pas. Donc, il faut détecter durant les phases de recrutement si la personne est orientée service ou pas. Et j'irai plus loin, c'est que durant toute la carrière en ESN, il faut régulièrement se reposer soi-même la question: est-ce que je suis toujours ouvert? Est-ce que j'ai toujours la patata, la gouache pour aller relever euh, avec envie les challenges de mes clients? Ou est-ce qu'au final, c'était bien avant, mais là, j'ai envie de périmètre plus simple, j'ai plus envie de me faire mal au cerveau tous les matins, à me réinventer tous les matins. Et donc, dans ce cas-là, il faut mieux quitter le service, en fait. Ça, c'est un message que tu adresses, aux consultants? Est-ce que c'est un message que tu adresses aussi à des dirigeants de sociétés de services? Non, ben, je pense que c'est valable pour tout le monde, en fait. La société de service, c'est hyper exigeant. Moi, depuis l'origine, je suis assez contre les espèces d'images d'Épinal, de vendeurs de viande, de bouchers, de machin. Je dis pas qu'il y en a pas, hein, je dis pas qu'il n'y a pas des structures qui sont orientées massification, matricule et tout ça, mais globalement, euh, je pense surtout que c'est des super aventures humaines, avec des proximités entre le dirigeant, le commercial et les collaborateurs qui prestent chez le client, et que ça s'anime tout ça, et ça s'anime avec de la passion, avec du sens du service. Si tu l'as pas, si tu l'as plus, il faut arrêter, quoi. Enfin, si ça te fait chier d'écouter les clients et leurs problèmes, il est temps de changer d'activité. Euh, c'est Tu peux pas lutter contre, te lever le matin et aller faire des choses qui sont contraires à ce que tu as envie de faire, c'est compliqué sur le long terme, quoi, en fait. C'est une vraie question de sens de ce que l'on fait, on est d'accord. Ouais, complètement. Alors après, il y a pas d'histoire de jeunisme ou de flexibilité du jeune par rapport là, bah, je suis d'un âge intermédiaire, j'ai 48 ans, globalement, j'ai des clients qui prennent la retraite, qui s'arrêtent, des collaborateurs, des confrères, des compétiteurs qui s'arrêtent, et voilà, qui arrêtent avant la retraite, qui arrêtent à la retraite.
Et globalement, certains ont fait avec passion 40 ans dans le service, et sans aucun problème. Et on a à 30 ans, ils sont déjà vaccinés du service et ils ont envie d'autre chose. Ils ont plus la même plasticité et ils ont envie de faire des choses différentes. Et ben, il est temps de s'en rendre compte et il est temps de faire d'autres activités. J'aime bien l'expression âge intermédiaire. Elle est très belle. C'est, Ouais. un peu ce constat qui t'a amené, à céder, la société en 2020 ou c'est d'autres raisons? Mmh, bah, j'aime bien les sociétés de taille raisonnable. Je trouve que là où tu as le plus de plaisir, c'est quand tu as des équipes que tu connais vraiment bien, que tu as recruté personne après personne. Et en dessous de 100-200, ça me va bien. Je ne pense pas que j'aurais été capable d'emmener sereinement la société vers entre 200 et 1000. Euh, à 200, t'es un gros des nabos et t'es un nabo des moyens en fait. Donc il était temps de trouver une autre façon de faire. Puis la croissance organique, c'est sympa, c'est lent, mais c'est usant aussi. Il y avait un moment où voilà, et puis même d'une certaine manière, réaliser en vendant, réaliser, c'est un terme non péjoratif pour dire obtenir l'argent pour la création de valeur d'une entreprise. C'est pas critiquable en soi. Voilà, c'est pas une industrie qui existait il y a 10 000 ans. Hein. Tu vois, et les gens, ils sont meuniers, ils écrasent du blé pour faire de la farine. Bon, bah, ça existait il y a des milliers d'années, ça existera dans des milliers d'années. L'informatique, ça a 70 ans d'existence. Euh, comment ça va évoluer, comment ça va muter de plus en plus rapidement, bah, personne ne le sait, quoi. Et par ailleurs, j'ai pas arrêté mes activités dans le service. Je l'ai fait différemment sur d'autres périmètres, avec d'autres technologies, avec d'autres types de clients. Et voilà. Euh, Moi, j'avais envie aussi de me consacrer pleinement, avec des moyens avérés, à l'édition logicielle. L'édition logicielle, c'est quand même assez différent de la prestation de service. La seule chose dont tu es sûr, c'est que tu vas dépenser de l'argent, investir au mieux et dépenser au pire, pour obtenir un résultat. Et si ce résultat est acceptable de clients, bah, tu peux espérer avoir du chiffre d'affaires en face. Mais enfin, c'est pas gagné d'avance, c'est un gros pari. Et voilà. Et moi, j'avais envie d'aller un peu plus dans cette vision-là. Le parfait CTO pour le faire, qui est toujours avec moi, qui est associé. Et j'avais envie de voir si on pouvait donner corps à un concept en faisant une offre produit SaaS, et si on pouvait rencontrer la clientèle en face, quoi. Et, euh, et voilà. Et donc c'est très exaltant de faire ça et de continuer un peu le service. Mais avec pour le service, Websy, donc mon ESN, elle est majoritairement dynamisée par un tandem de femmes qui est incroyable, Nawal et Caroline. Et c'est très important parce que globalement, ça insuffle une énergie qui est assez différente. Alors moi, je suis toujours là pour aider derrière, mais globalement, c'est vraiment intéressant d'avoir une dynamique différente. Voilà. Elles ont quel rôle toutes les 2? Il y en a une qui est directrice commerciale et l'autre qui est COO. Donc COO, c'est un terme Chief Operating Officer. C'est un job pas mal de coordination qui assure le delivery des prestats. On a beaucoup de petits forfaits. Donc, mine de rien, il y a la qualité qui est en jeu. Il y a aussi l'évolution des ressources, comment les collaborateurs s'épanouissent ou pas. Enfin, c'est un job assez protéiforme. Il y a plein de choses à faire. La journée est bien remplie. Voilà. Et Caroline, ça fait 5 ans que je courais après pour qu'elle devienne commerciale avec nous. Et Nawal, ça fait 15 ans que je bosse avec elle. Donc il y a une forme de respect, une forme d'automatisme qui est assez, bah, assez remarquable, quoi, en fait. Hein, voilà. Et concrètement, ça, l'un dans l'autre, ça fait vraiment un état d'esprit qui est un des meilleurs que j'ai connu, quoi. Sur cette activité, donc, tu l'as suggéré tout à l'heure, c'est une activité qui est dans le domaine de la qualité et du test. Aujourd'hui, vos clients, c'est quel, type de société? Vous leur vendez quoi exactement?
Moi, je le sais, mais pour que les gens Ouais. qui écoutent cette émission le découvrent. Aussi, c'est une boîte qui a fêté en décembre ses 10 ans. C'est une boîte qui, à l'origine, s'est fondée sur le test de charge, le load test, que tu connais bien. On fait pas de test fonctionnel, que tu connais encore mieux. Voilà, donc avec des partenaires qui ont beaucoup changé de nom parce qu'il y a eu beaucoup de rachats, mais avec des outils comme LoadRunner, Neoload, Dynatrace. Ça, c'est le métier historique. On y a adjoint un petit métier, une petite corde à l'époque, mais qui a bien grossi depuis, qui est la business intelligence, qui a pas grand-chose à voir, quoique Dynatrace, d'une certaine manière, c'est une façon d'avoir de la data à exploiter. Et là, c'est notamment Nawal qui a profondément piloté l'émergence de cette activité, qu'on fait beaucoup dans le domaine de la défense, pour répondre à tes questions. Notre clientèle, c'est plutôt des grands clients du secteur de l'aéronautique défense. Voilà. Donc, on a capacité à travailler pour eux au plus proche. Et puis, depuis l'année dernière, on a fait un investissement dans une petite structure qui fait de l'architecture cloud, du DevOps. On s'est associé avec Hugo Guerrino, son fondateur, qui est un super directeur associé, voilà, qui nous emmène sur cette révolution de l'organisation du travail informatique et cette révolution des nouvelles infras, quoi, en fait, hein. Voilà, donc ça fait trois cordes principales, test de charge, BI, Power BI essentiellement, et architecture DevOps. Et après, on a une activité aussi d'achat-revente de logiciels pour des grands comptes, qui est une activité historique, et sur lequel on permet à des grands comptes de référencer moins de fournisseurs et on leur mâche le travail de négociation avec l'éditeur. D'accord. Tu es un des points d'entrée d'éditeurs de logiciels chez les grands comptes. Ouais, il y a eu profusion, hein, ces dernières années. Alors, il y a eu des fusions-acquisitions qui ont réduit le nombre d'éditeurs, mais il y a aussi profusion de nouveaux éditeurs grâce aux nouvelles technologies, quoi, en fait. Donc, et puis avec l'IA qui arrive, c'est pas prêt de s'arrêter, hein. Donc, globalement, on a trouvé cette opportunité avec un ou deux grands comptes au début, puis maintenant on a une dizaine de grands comptes qui nous font confiance pour ça. Et c'est une activité qui au final est peu gourmande en personnes, mais sur laquelle il faut réagir vite. Quand l'opportunité arrive, il faut la traiter rapidement et sur des cycles qui sont plus ou moins longs à conclure, mais qu'il faut suivre, quoi. C'est une instruction de dossier plus qu'autre chose, quoi. Tu parlais justement d'intelligence artificielle, tu anticipes un peu ma prochaine question. Dans tes deux activités, que ce soit l'activité d'éditeur de logiciels que l'activité de SN, comment tu vois l'intelligence artificielle vous épauler? Alors, du coup, je vais segmenter ma réponse pour les deux activités parce que c'est pas les mêmes gains à obtenir. Pour le SN, c'est très clair. On a la plupart de nos clients qui nous ont fait confiance pour la BI commencent à nous solliciter pour du LLM. Mais comme c'est beaucoup en défense, c'est des LLM non grand public, c'est des LLM on-prem, ou en tout cas dans des environnements, s'ils sont cloud, qui sont des environnements en cloud plus que souverains. Et on est beaucoup. À l'heure actuelle, il faut imaginer que c'est vraiment le début. Donc c'est très, très orienté service, très orienté euh, POC, pilote, premier projet. Euh, on réussit pas tout, mais quand on réussit vraiment bien. On a peu d'échecs au final, hein, mais et parfois un peu de déception sur les automatisations, mais au final, c'est des petites déceptions puisque c'est des petits nombres de jours consacrés. Ça excite beaucoup la curiosité et l'ingénierie de nos ingénieurs, donc ils sont ravis de toucher à ça. Il y a beaucoup de sujets un peu connexes, comme la data science, comme le prompting. Il y a un peu de sujets d'architecture aussi, hein, car mine de rien, ça demande un peu de puissance. Voilà, et donc ça, c'est pour l'activité service. Et pour l'activité logicielle, ben, on commence à découvrir qu'une base d'archivage comme le propose Strato, euh, bien sûr, va rester adéquate pour la conformité et la protection des contenus dans le temps, hein. Mais on commence à imaginer des scénarios où on réutilise les datas et les documents préservés
pour les réutiliser, pour régénérer de nouveaux contenus à partir d'une base saine, en fait. Et des nouveaux contenus enrichis de data, enrichis de calculs, enrichis de choses additionnelles qui permettent d'obtenir de nouveaux résultats ou de nouveaux comment dire, output, je ne sais pas le dire, enfin des nouveaux rendus, des nouveaux documents, des nouvelles data ou des nouveaux XML ou des nouveaux JSON qui peuvent être utiles pour d'autres opérations de l'entreprise. Alors, je suis pas très concret quand j'ai dit ça, mais je vais prendre un exemple. On a fait pour un client l'indexation de milliers de contenus de formation et en développant un système data science et de prompt, on a réussi à lui livrer un système qui génère des contenus de formation générés automatiquement, hyper tailor-made pour quasiment chaque participant en quelques minutes. Alors que s'ils avaient dû retravailler des Word ou des systèmes experts de documentation, de formation pour le faire, ça aurait pris des heures ou des jours. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple, c'est qu'en indexant des factures, par exemple, on arrive à ressortir de la data structurée, alors qu'à la base, on n'a pas les transactions, on n'a pas les data structurées de l'ERP, mais on arrive à réextraire des choses qu'on peut remélanger pour procurer des rapports comment dire, des rapports dans la relation client-fournisseur sur la hauteur de l'engagement, sur les KPI de réalisation du fournisseur versus son client. Enfin, on arrive à faire des choses vraiment assez intéressantes en fait, et qui n'étaient pas, pas dans l'esprit de nos clients avant, liés à l'archivage, mais qui le deviennent en fait. Voilà, on peut réextraire la matière archivée pour en faire sans la toucher, Sans la sans modifier? la, sans la bâtardir, elle conserve ses qualités d'origine pour le job d'origine, mais par ailleurs, la matière qu'elle contient peut être réutilisée pour faire d'autres choses vraiment intéressantes. Du coup, l'archivage est vu avec plus forte valeur ajoutée, en fait. Bah alors, on va pas se mentir, hein, l'archivage est assez vu comme, a jamais été trop vu comme quelque chose de valeur ajoutée. C'était plutôt une contrainte, hein, qui ne passionnait pas les foules. Et là, par contre, ça n'arrive pas que pour l'archivage, ça arrive aussi pour la GED en fait. Moi, j'en fais plus, mais la GED a aussi une deuxième vie grâce, parce que c'est un réservoir à peu près sécurisé et qui contient beaucoup de contenu. Donc, c'est un réservoir de prédilection pour faire tourner des moteurs LLM, quoi, en fait. Et les clients sont prêts à payer ces nouvelles fonctionnalités ou ils en ont pas encore conscience d'à quel point c'est quelque chose qui va leur apporter de la valeur? Euh, Quasiment tous nos clients veulent tester, commencent à isoler des use cases et c'est d'ailleurs la bonne méthode pour commencer. Il faut isoler des use cases. Moi, je ne sais pas missionner mes ingénieurs ils peuvent pas tout inventer pour les clients, quoi. Donc les phases préliminaires d'idéation est-ce qu'on serait capable de qu'est-ce qui se passerait si est-ce qu'on pourrait pas partir de pour générer ça bah, c'est ce qu'il nous faut pour après pouvoir tester, réaliser et mettre en prod. Mais concrètement, c'est pas que pour faire plaisir aux directions innovation, c'est pas en laboratoire. Hein. Il y a des vraies choses qui partent en prod. Il y a des vrais gains qui arrivent. Après, moi, j'ai pas une vision à 360 sur tous les départements de l'entreprise et tout ce que ça peut faire. Je discutais avec un professionnel émérite qui est chez AXA, ils ont isolé 400 use cases d'amélioration de productivité avec le LLM. 400. Euh, et il me dit 400, ça pourrait être demain, ça pourrait être 1200. Euh, voilà. Et à quelle vitesse ils vont adresser quoi? Bah, la bonne surprise, c'est qu'avec, si on a les bons cerveaux et la bonne méthodo, on arrive assez vite à adresser beaucoup de choses et à savoir s'il faut continuer ou pas continuer, quoi. Voilà. Dans votre métier d'éditeur de logiciels, vous avez une activité justement conseil pour accompagner vos clients ou tu t'appuies de nouveau sur d'autres ESN pour déployer Strato? Ouais, c'est
comme moi je vois bien ce que c'est que le SN et que j'ai envie de faire un éditeur opérateur SaaS, je limite le nombre de salariés que j'ai dans cette structure et je les limite essentiellement à de la R&D, de la production informatique et le plus haut niveau possible d'intégration des projets pour les clients. Ok. Et on est en train de créer avec un réseau de partenaires additionnels des compétences pour qu'on ne soit pas obligé de tout faire nous-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est une partie de la scalabilité, c'est garder l'équipe de l'éditeur en petit nombre, en pizza team, et sous-traiter ou co-traiter avec des partenaires des parties services. Voilà. Sachant qu'il peut y avoir aussi, régulièrement, on aide des partenaires à identifier des missions de conseil en amont. Alors, on n'a pas encore vendu, mais eux ont déjà des actions de consulting à vendre pour aider les clients à se préparer, notamment à la facture électronique. Facture électronique, nous, on est un opérateur de démat, donc on fait qu'une partie du job, une partie importante, tout ce qui est workflow de validation de la facture fournisseur, tout ce qui est piste d'audit fiable, tout ce qui est archivage à valeur probante des documents sortants, dont les factures clients. Mais par exemple, tout le travail en amont sur le RP, sur la bonne transposition des règles TVA, le travail sur le référentiel des tiers, fournisseurs et clients, c'est un travail de fond qui génère beaucoup de consulting chez mes partenaires. Et moi, je le fais pas, je n'ai pas envie de le faire. La facture Moi, je électronique, ça peux. arrive dans combien de temps déjà? C'est dans 2 ans? Alors, bon, les délais de l'État n'engagent que l'État, ils en sont au deuxième report. Donc, mais l'agenda prévu, c'est septembre 2026 et 2027. Donc, globalement, ça se rapproche, c'est dans pas si longtemps. Simplement, le dernier délai qui avait été communiqué, c'était juillet 2024. Donc, tu imagines bien que je ne vais pas me committer sur la tenue des délais par l'État français. Euh, voilà. Après, c'est une fantastique évolution de la méthode de transmission des factures. On quitte le vrai document pour passer sur de la data structurée. Certes, qui voyage sur un fichier, il peut s'apparenter à un document, mais on XMLise la data de système à système. C'est une vraie profonde réforme que l'État français a choisi de conduire avec un project management spécial et trop de complexité qui nuit à la tenue de la moindre échéance. Mais globalement, c'est le fait de passer des documents à l'XML, c'est une vraie amélioration. Enfin, ça pourrait fluidifier de manière importante l'activité économique des entreprises. Est-ce que, dans tout ça, tu as une velléité ou une envie d'aller te confronter à l'international, de façon, forte en termes de déploiement, compte tenu du fait que tu te positionnes maintenant comme éditeur de logiciels, ce qui est plus facile, à exporter? Ouais, c'est une très bonne question. Moi, j'ai fait le choix d'être de l'autofinancement pour l'édition logicielle, sans recours à un investisseur externe, sans levée de fonds, sans banquier, sans, sans emprunt bancaire. Et donc, du coup, c'est forcément un peu plus lent parce que même si j'y consacre des moyens que par ailleurs j'ai gagnés, il n'en demeure pas moins que je vise une rentabilité que j'obtiens cette année d'ailleurs. Donc, et du coup, ça me limite aussi dans ce que je peux investir pour aller à l'étranger. En revanche, je commence des discussions avec des éditeurs connexes pour qu'on soit intégré en API avec eux, que le resell se fasse à travers eux et sans limitation géographique. Après, pour le marché européen, il est fractionné sur l'archivage et on attend la mise en place d'une réglementation européenne qui s'appelle EIDAS V2. Donc le EIDAS V1, c'était la signature électronique et ça normalisait l'efficacité et la légalisation de la signature électronique partout en Europe. Le deuxième train de mesure EIDAS V2 est plus large et contient un pan de mesure sur la standardisation de l'archivage à valeur probante en Europe. Et du coup, je pense que quand ce cadre sera vraiment ratifié, passé en directive et autres, on aura un terrain de jeu intra-européen beaucoup plus facile à aller cultiver que maintenant. Je vais prendre deux exemples. Si demain j'ai un prospect luxembourgeois qui demande à utiliser Strato,
Dans les faits, je n'ai pas la certification luxembourgeoise d'archivage à valeur probante. Donc, du coup, il prend un risque de ne pas être reconnu dans son pays. Idem pour un client suisse qui aura d'autres demandes. Et donc, du coup, voilà. Donc, dès que ce cadre bien uniformisé sera connu, on fera tout pour y souscrire et ça, je pense que ça améliorera en grande partie la capacité à aller en dehors de nos frontières. Après, d'une certaine manière, il faut aussi regarder dans sa cour. Hein. Moi, je suis bien en France. J'ai 50 clients ETI grand groupe. J'aurais jamais du CAC 40. Mais sur les 4 millions d'entreprises françaises, il y en a 200 000 qui sont intéressantes pour ma solution. Donc 50, 200 000, ça laisse des perspectives. Ouais. Justement, j'allais te poser cette question de comment tu fais l'accélération commerciale, mais j'ai une autre question qui m'est venue avec un leader comme Exker qui est en train de se faire racheter. Je pense que le marché va se consolider. Comment tu vois en fait ton marché évoluer aussi? Ouais, il y a plusieurs questions dans ta question, donc je vais essayer de Il y hiérarchiser. en a il y en a au moins deux, donc voilà. Je suis sûr que je suis sur un marché parce que j'ai des confrères compétiteurs qui sont très bons, qui ont des tailles et des histoires différentes. Et Esker en fait partie. Fantastique réussite lyonnaise à l'origine. Ils sont rachetés, enfin ils se font retirer de la cote, ils passent sous private equity, donc c'est une autre structuration de l'aventure. Écoute, je pense qu'il y a des clients pour tout le monde. Il y a des clients pour SK, il y a des clients pour Use, il y a des clients pour Strato. Nous, on a voilà, si je devais comparer, faire une comparaison, SK ce serait Renault et Use ce serait, je sais pas, BMW et nous on est Lamborghini. Donc c'est pas pareil, il y a une clientèle pour tout le monde, quoi. Je sais qui je préfère. Non, mais voilà. Les J'ai pas marques dit de, Tesla, hein, mais ouais, les marques de voilà, tracteurs m'ont toujours plu, donc voilà. voilà, exactement, Ferruccio. Voilà, et dans ta question, Et du coup, en il y fait, avait quoi d'autre? aujourd'hui, de 50 à 200 000, tu nous disais que tu avais 50 clients qui avaient un marché potentiel de 200 000. Comment tu l'adresses? Et comment tu accélères commercialement? Euh, c'est pas toujours facile de trouver le meilleur go-to-market. Déjà, je reviens sur un truc qu'on a dit précédemment, la vision, les valeurs. Nous, on se définit comme un opérateur SaaS de confiance numérique. On tient une promesse qui est la conservation intègre et pérenne et la conformité des documents sur de très longues périodes. Et comme on est certifié, nos clients sont jamais prisonniers de nos solutions. Ils ont des clauses de réversibilité financière et technique qui sont inscrites dans le contrat et qui sont totalement claires. Okay. Donc concrètement, nous, notre pari, et c'est ce qu'on explique à tous les prospects avec lesquels on a une conversation, c'est de bien les servir sur un premier flux, de faire en sorte qu'ils tombent amoureux de notre qualité de service, la capacité d'intégration qu'on a avec nos partenaires ou seuls, et à terme, ils nous confient tout leur flux à sécuriser. Okay. Mais au pire, si ça ne devait pas se passer correctement ou si la vie la vie des entreprises de nos clients devait changer, ils savent qu'ils peuvent complètement appuyer sur la marche arrière en très peu de temps et on leur doit cette réversibilité totale. Par ailleurs, on pense que s'ils sont heureux de la qualité de service que l'on leur donne en service et en production informatique et qu'ils sont heureux de la stabilité de nos prix sur lesquels on s'engage pour 10 ans, donc un opérateur SaaS qui s'engage sur 10 ans de stabilité des prix, ça n'existe pas, on l'a inventé. Et ben ils vont nous confier sereinement la plupart des flux qu'ils ont à gérer chez eux. Voilà. Donc quasiment, j'ai pas les stats, mais plus de 90% de nos clients upsell 3, 6, 12, 18 mois après la première vente en fait. Parce que ça se passe bien et parce qu'ils se projettent sur des années. Et je vais aller plus loin, l'archivage, personne n'a envie d'en changer tous les 4 matins. Tu vois, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est autofinancé, qu'on n'a pas de financier à bord, qu'on n'en veut pas. C'est parce que on pense que la promesse, elle est de très longue durée en fait.
et que pour pouvoir s'engager sur sur la stabilité des prix sur 10 ans, les financiers qui regardent cet argument rient, en fait, hein, trouvent ça débile, en fait. Mais moi, je trouve que c'est très compatible avec notre vision et ce que l'on veut faire, d'avoir des partenaires sur la très très longue durée, quoi, en fait. Toi, tu veux être evergreen pour tes clients, en fait, presque. Ouais, je veux vraiment une relation adulte, faite de qualité, de stabilité. Je veux faire partie de leur dispositif. Voilà. Ce qui est, encore une fois, dans une industrie qui est assez violente, hein, regarde actuellement la presse, hein, le psychodrame VMware, Citrix qui multiplie ses prix, Silae qui vient de sortir fois 2,70 2,70 sur ses prix, fois 2,70. C'est énorme. Enfin, tu vois. Euh, je pense que ces comportements-là ne sont pas dictés par des entrepreneurs, ils sont dictés par des fonds financiers et l'avidité des fonds financiers qui rentrent dans ces entreprises et qui changent leur ADN pour traire la vache. On teste l'élasticité prix du client, mais sans tester la satisfaction. Exactement. Et alors, alors là, je ne citerai pas une de ces boîtes parmi les autres, mais et dans certains cas, avec une très forte malhonnêteté intellectuelle, avec des changements unilatéraux de ce qu'il y avait dans le prix, de ce qu'il y avait dans les licences vendues. Et, euh, et donc, c'est un double test d'élasticité. C'est est-ce que le client est prêt à vraiment se faire essorer? Euh, Est-ce qu'il a un choix alternatif? Est-ce qu'il peut partir ou pas? Et donc, voilà, c'est pas mes conceptions de la relation client. Euh, Moi, je veux des clients qui ont compris ce qu'ils achetaient, qui ont compris l'engagement qu'on prend auprès d'eux et qui ont compris le degré de liberté qu'ils ont par rapport à l'engagement commercial qu'ils ont pris. On a fait un bon tour de ta vision du business. Comment tu progresses Commercialement ou en intellectuellement? général? Intellectuellement, j'ai pas l'impression de beaucoup progresser, mais Oui, en business, comment toi enfin, le dirigeant est face à plein de contraintes, plein de complexités, en même temps c'est quelqu'un de seul. Comment toi tu t'es entouré justement pour progresser dans ton rôle de dirigeant? Comment tu t'es entouré pour ne pas être seul face à tes prises de décision, face à tes challenges? bah écoute, même si je continue à faire des erreurs, j'ai l'impression que je suis mieux entouré que j'ai jamais été entouré. Je partage une bonne vision fédérée avec mon directeur technique, mon équipe chez Strato et sur la partie ESN, j'ai une fantastique équipe de middle management avec laquelle je suis très très serein pour franchir des caps bien au-delà des 50 ou des 100. Je trouve que c'est sans doute la meilleure équipe que j'ai jamais réunie autour de moi. Euh, et donc, je suis vigilant sur le fait qu'on ne grille pas les étapes et qu'on fasse de l'organique. Voilà. Je ne suis pas fermé sur la croissance externe aussi. Et si je reviens sur Strato, j'ai beaucoup d'envie d'aller faire des vrais partenariats API. Tu sais que tout devient API dans notre sphère informatique. Et je pense que ce que j'ai réussi à faire avec l'équipe pourrait servir à beaucoup, beaucoup d'éditeurs connexes, d'éditeurs de RP, de CRM, de SIHA, de SIRH, qui ont besoin juste parfois de verser des documents et de les sécuriser et de les rechercher. Et notre API le permet et c'est un souhait très fort chez nous de faire plein de partenariats sur ce use case-là, qui est très peu consommateur de temps homme en fait, et permet le plus dur, c'est d'initier le partenariat en fait, hein. Une fois qu'il est initié, la valeur produite est assez évidente. Et voilà, je suis très enthousiaste là-dessus. Bon, dans les chiffres commerciaux, ça ne se voit pas encore, comme dirait l'autre, mais j'ai des très bonnes discussions. Et il y a, alors tu pourrais me dire,
mais ça, l'API, c'est quand même pas récent, tu aurais pu avoir ces discussions bien avant. Bah, je les ai eus parfois bien avant, mais la mentalité des éditeurs était un peu différente. Ils voulaient tout faire par eux-mêmes, quitte à laisser dans le backlog très longtemps des features et de les faire ou pas les faire, mais très longtemps après. Là, je trouve qu'il y a un changement dans l'approche, qu'à partir du moment où il y a le backlog prioritaire de ce que l'éditeur va faire et il y a le backlog complémentaire, ce qui peut lui générer du revenu supplémentaire rapidement, sans frais de R&D et sans risque aléa technique. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de propriétaires ou de managers, product owners de, d'éditions logicielles diverses et variées euh, font de plus en plus la balance entre OK, idéalement, j'aimerais tout avoir dans ma R&D, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux arbitrer? Qu'est-ce qui n'est pas totalement cœur business et que je peux souscrire en partenariat? Et Ouais. Ouais, j'ai un chiffre en tête, on m'a dit, c'est 3 ans pour qu'un partenariat stratégique commence à être performant. C'est quelque chose que tu as vu? À peu près comme durée? il n'y a pas de règle, hein, y a pas de règle. J'ai des partenaires, ils ont fait un mois après le partenariat, ils faisaient une première vente et puis rien pendant 2 ans. Il y en a d'autres qui ont mis quasiment 2 ans à décoller leur première vente et qui enchaînent. Donc mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, Hem, bah, alors, d'autant plus qu'on est sur des choses connexes, en fait, hein, donc c'est pas cœur métier. Je vais te prendre un exemple. Parmi mes partenaires, j'ai des intégrateurs SAP, et ils ont déjà tellement à faire avec les migrations dans le cloud, avec les upgrades, avec le passage à S/4HANA, que s'intéresser à quelque chose comme, l'archivage, la dématérialisation des factures, heu, c'est pas leur, souci prioritaire. Ouais. En revanche, parmi mes partenaires, à force d'évangéliser, il y en a quelques-uns qui ont mis ça comme un sujet prioritaire d'upsell chez leurs clients pour servir au mieux leurs clients et dérisquer leurs clients. Car si l'État tient son timing de septembre 2020, 2016, 2026, eh bien, il y a quand même du travail à faire, quoi. Hein. Donc, ça se fait pas magiquement en claquant des doigts. Ce que beaucoup d'entreprises n'ont pas compris, d'ailleurs, sur cette réforme, c'est que certains se disent, oh, c'est pas grave, j'aurais qu'à payer et quelqu'un va me le faire pour moi. Bah, ça marche pas comme ça, cette réforme. Cette réforme, elle touche beaucoup au système d'information, elle touche beaucoup à la qualité des données. Et ça, la dépollution des données, la complétude des données, ça peut pas être outsourcé à quelqu'un, quoi, en fait. Il faut que toi, tu te prennes en main et tu te dotes de nouveaux process et de nouveaux outils pour bien assurer cette qualité data, pour avoir une chance d'être dans la conformité qui est exigée par la réforme. Et ça, voilà, c'est pas de choisir un OD, une connexion directe ou un PDP qui va te traiter la qualité de tes données, quoi, en fait. On est d'accord. Avant de basculer sur la fin de cet entretien, il y a un petit quiz improbable que je fais à tous les invités depuis maintenant quelques temps. Donc, ne t'étonne pas des questions, elles sont improbables. Tu Mmh. plutôt thé ou café? Ah, le café, trop café. Combien? +5 D'accord. jours. On- Si tes entreprises pouvaient parler, quel serait leur mot préféré? Client. Si tu pouvais embaucher un super-héros comme co-CEO, qui choisirais-tu et pourquoi? Co-CEO, waouh! OK. Stark? Iron Man? Et OK. pourquoi? Bah, parce que c'est un ingé, tu crois pas une seule seconde à tout ce qu'il a inventé et machin, mais c'est pas grave, il te vend quand même du rêve de la pile nucléaire portée sur un torse. Si ton entreprise était une saveur de glace, quel serait le parfum? Waouh. Chocolat, Ghiandouja, chocolat plutôt fort, noir. Un bon Weiss. Base, bien sûr. Quelle chanson pourrait être l'hymne
de tes entreprises? Putain, alors là, c'est la vraie colle. Tu as le droit à un joker. Bah, Joker. J'ai jamais réfléchi ça comme ça, quoi. Si tes concurrents étaient des Ah, attends, personnages. attends, attends, je rattrape mon Joker. Je vais, Ouais, I Will Survive. d'accord. Voilà. Si tes concurrents étaient des personnages de dessins animés, qui seraient-ils? Si mes concurrents étaient des personnages de dessins animés, mes concurrents des personnages de dessins animés, euh, bah, les Chevaliers du Zodiaque, parce que j'en serais un aussi. Mais Quel est le plat le plus bizarre que tu as mangé pendant un déjeuner d'affaires? oh putain. Euh, c'est il y a des années, hein, c'était il y a très très longtemps, dans un vietnamien, le dessert avec les œufs de tapioca, enfin les boules de tapioca dans le lait. Moi, j'étais pas préparé à ça, quoi. Voilà. Si tu pouvais en voyager dans le temps, à quelle période aimerais-tu entreprendre? Je suis très content d'être dans ma période, en fait. Je vois pas ce que j'aurais. Non, honnêtement, je suis très très heureux dans ma période. Je suis ravi d'avoir pas totalement été natif Internet, mais d'avoir très vite embrassé l'Internet jeune. Je suis ravi de cette période-là. Euh, voilà. C'est, Est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? moi, je suis bien lundi matin. Moi, j'aime bien le lundi matin. Est-ce que tu es plutôt Elon Musk ou Bernard Arnault? Je suis pas Elon Musk, mais du coup, par élimination, je suis plus Bernard Arnault. Mais un tout petit Bernard Arnault, hein, tout petit haut. Quelle est la chose la plus étrange que tu as dans ton bureau? La chose la plus étrange que j'ai dans mon bureau, euh, actuellement, j'ai un livre que je n'arrive pas à finir, qui est Don Quichotte. Et c'est peut-être pas étrange, mais bon, dans un bureau, c'est pas là où on lit le plus souvent, mais voilà. J'ai acheté ça en me disant un grand classique comme ça va être génial à lire. Putain, j'arrive péniblement à franchir la 150e page et ça m'endort assez régulièrement. Voilà. Donc ça veut dire que tu as pas de problème de sommeil. Non, grâce à Don Quichotte. Si des auditeurs souhaitent te contacter, quel est le meilleur canal pour venir à toi? LinkedIn. Ok. LinkedIn est un super canal et sinon marc.wolf avec deux F at strato.com ou websy.fr. Écoute, Marc, merci beaucoup pour ton temps. Est-ce qu'il y aurait une personne que tu pourrais nous recommander d'inviter? Ouais, il y en a même plusieurs, hein. Moi, je connais des gens assez fantastiques, des entrepreneurs nés, et je te recommande un gars génial qui en plus lance un projet secret actuellement. C'est Cyril Reinhardt, D'accord. un, un gars incroyable, un ancien de l'EPITA première génération, un gars incroyable. Cyril Reinhardt, je te filerai les coordonnées. Eh ben, je te laisse faire la mise en relation et je te remercie. Euh, Marc, merci pour cette heure ensemble et puis à très bientôt à Saint-Étienne ou ailleurs. Merci François. Ciao, ciao. Ciao.